Hein? CO2, mon amour. Non, la vie n'est pas une course, hein? Tout mon temps. Denis Chessou. C'est pas une course, la vie. On laisse ça pour le Tour de France. Sur France Inter. Et à présent, donc, pour terminer, focus avec vous, Emma Aziza, vous êtes hydrologue, vous êtes spécialiste de résilience et d'adaptation des territoires. On va parler de l'agriculture. Énorme consommatrice d'eau, c'est elle qui nous nourrit, certes, mais quand on entend l'eau qui coule dans la mer, faut pas la perdre, quelle est aussi un petit peu votre réaction? Parce que on sent bien qu'on est loin d'un changement aux profondeurs. Bonjour Emma Aziza. Bonjour. Ces monocultures qu'on voit partout, à un moment donné, elles ne permettent plus à cette eau de pénétrer. Et c'est très compliqué pour une eau de pénétrer dans un sol, parce que sur 100% de pluie qui tombe, il n'y a que 9% qui réussit à rejoindre la nappe. C'est-à-dire qu'on a 65% qui va partir dans l'atmosphère, à peu 65% repart directement dans l'atmosphère, et à peu près 26% qui ruissellent, et donc 9% qui rentrent, c'est juste dans le modèle parfait. Et là, on est très loin du modèle parfait. On a des sols qui sont totalement compactés, et surtout, on n'a plus de micro-organismes. Et donc, en fait, ne plus avoir cette capacité justement de brasser ces sols, c'est permettre normalement cette infiltration qui ne se fait plus. Ça veut dire que l'eau, elle ruisselle, et l'eau, elle se retrouve avec un cycle uniquement à l'extérieur au niveau superficiel. Et donc, en fait, c'est un peu, pour moi, l'image du hamster qui est dans sa roue. Oui. Et donc, en fait, on a un cycle de l'eau qui s'accélère massivement. Dès que la pluie tombe, déjà, elle tombe de manière beaucoup plus dense, plus importante. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir de précipitation du nuage qui est toujours plus fort. Et en fait, quand elle arrive, elle a jamais la capacité de s'infiltrer. Donc, elle ruisselle massivement, elle se réévapore avec nos températures extrêmes, et puis elle finit par retomber, et ça donne ces extrêmes catastrophiques qu'on voit partout à l'échelle de la planète. Emma Aziza, en sous-texte, ça veut donc dire que les fameuses bassines où on va prendre dans la nappe phréatique, ce qui est différent des retenues collinaires. Exactement. Là, c'est du ruissellement, on va dire, en amont, que l'on va garder. Donc là, c'est quelque chose, on va dire, qui fonctionne à peu près. Oui. Mais c'est différent, donc, avec les bassines et les nappes phréatiques qui sont pompées. Exactement. En fait, il faut comprendre que cette eau qui est dans les nappes phréatiques, c'est une eau extrêmement précieuse qui va servir tout un système souterrain. Et ce système, c'est aussi le fait d'avoir des rivières qui ont de l'eau lorsqu'il ne pleut plus. Parce que quand vous voyez de l'eau qui passe, en fait, alors qu'il n'y a pas eu justement ces précipitations, cette neige, en fait, c'est la nappe qui donne cette eau. Et si on comprend ça, on comprend que si on vole la nappe d'eau à des autres fins économiques, à un moment donné, on empêche cette rivière de pouvoir être alimentée, et elle est 2 fois plus rapidement à sec. Et qui utilise cette rivière? Tout le vivant autour de cette rivière. Et donc c'est celui-là qui se retrouve à l'agonie. Et je crois que si on ne comprend pas à quel point ce vivant doit être respecté, on comprend pas ce qu'est une chaîne trophique. Cette chaîne trophique, c'est qui mange qui et qui mange qui. À la fin, on n'a plus de saumon dans notre assiette. Et en fin de compte, on est directement concerné par cette nappe. Et c'est pour ça que cette solution qui est en fin de compte court-termiste, elle risque de nous amener dans un mur, parce que si on fait ça, dans 5 ans, on va complètement déstructurer les nappes. Et quand on tarit une nappe, elle met des années, elle met 10 ans avant de se reconstituer. Et si on la tarit chaque année un peu plus, et en plus maintenant on n'a même plus de recharge dans nos nappes, à un moment donné, moi j'ai pas envie qu'on aille dans un mur. Donc c'est pour ça que utiliser l'eau de pluie intelligemment, mais bien sûr il faut le faire dans son jardin, il faut récupérer cette eau dans des retenues collinaires, où là c'est pertinent parce qu'on vient soutenir une agriculture locale en récupérant intelligemment ce cycle de l'eau. Attention toutefois à pas mettre des retenues collinaires partout, on le voit partout dans le monde. À un moment donné, on va tellement sur tous ces petits affluents récupérer cette eau qu'il n'y a plus rien qui passe dans le cours d'eau principal à l'aval. Comment fait-on avec des politiques publiques qui sont dictées par les lobbies aujourd'hui? Alors c'est une vraie question. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le Varenne de l'eau. Ce Varenne de l'eau, il se voulait être la rencontre sur l'adaptation climatique. Ça va être génial, ça va être fantastique. Plein de gens sont intervenus, plein de gens avec de bonnes volontés, des envies de dire regardez, il faut changer le modèle, il faut qu'on évolue. Bah oui, le maïs, c'est une plante tropicale qui ne peut être irriguée qu'en superficie parce qu'elle n'a pas de racines profondes. Donc, est-ce qu'on ne doit pas changer de modèle, etc. Les gens se sont posés des questions, et à la fin, le résultat, c'est on va construire des bassines partout. Et donc, moi, on me fait penser à la Californie, et je pense pas que ce soit
soit un très beau modèle, parce que il faut savoir que en Californie, les principaux propriétaires terriens, c'est Exxon. Ce sont des pétroliers et ils prélèvent de l'eau comme on prélève le pétrole. Est-ce qu'on a nous envie de ressembler à ça? Je crois pas. Il faut comprendre que l'ère de la France pays tempéré, c'est fini. Et si on ne nous préserve pas notre cycle de l'eau aujourd'hui, eh bien derrière, je vois pas comment on va faire, parce que l'Espagne, elle est habituée à la limite. Le Maroc est habitué. Ils sont eux face à un mur de plus en plus important. Mais nous, on n'est tellement pas habitués parce qu'on était un pays riche en eau. Et en fait, on n'a pas compris à quel point les choses pouvaient basculer aussi vite. Le mot important de demain, ça va être le mot de partage, ce qui est quand même et de solidarité. C'est-à-dire, c'est pas des gros mots, mais je veux dire qu'on n'est pas habitué à cela. Non. En fait, l'eau, c'est un bien commun. On l'a oublié, puisque lorsqu'on regarde un cours d'eau, on regarde le système économique qui va se situer juste derrière. Et donc, en fait, on a tous les utilisateurs de l'eau, et l'image du lac de Serponçon, elle est marquante. On voit ces moins 15 mètres. C'est quand même assez affolant. Et là, qu'est-ce qui se passe? D'un côté, ce n'est qu'un barrage. Donc, à la base, il est censé fournir de l'hydroélectricité. Donc, ça veut dire qu'on arrête la fourniture électrique. Donc, à l'aval, on a les agriculteurs qui, eux, ont besoin de cette eau, qui disent « nous, je veux la récupérer aussi ». Et puis en parallèle, ça reste un lieu touristique où il y a toute une économie qui vit. Toute leur année économique est basée là-dessus. Donc en fait, qui est-ce qu'on va choisir? Et si on continue à choisir en phase de crise, on fera que des erreurs. Il faut maintenant réfléchir au fait que ça va être le problème qui se posera partout, sur tous nos barrages en France. Et donc, si on ne se pose pas une question de crise avant la crise, on est sûr qu'on prendra jamais la bonne décision. Et c'est tout le défi qu'il va y avoir à mettre en place. Grand merci Emma Aziza, et puis à très bientôt. Merci.